monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal télévisé. Nous commençons ce soir avec le nouveau spectre de la censure. 1 mois et demi après son arrivée à Matignon, François Bayrou tremble devant l'épreuve budgétaire, une épreuve à laquelle n'a pas survécu son prédécesseur. Nous évoquerons ensuite les États-Unis et la politique d'immigration de Donald Trump. Le nouveau président américain a fait plusieurs opérations d'expulsion en une semaine. Et puis nous terminerons avec la République démocratique du Congo, au cœur d'un conflit dont on parle assez peu. Nous vous expliquerons les raisons de la guerre qui agite ce pays du centre-ouest de l'Afrique. Le Mozart de la finance continue les dégâts. Après la chute du gouvernement Barnier, François Bayrou retient son souffle avec une feuille de route budgétaire qui peinera à lui éviter le 49.3. Une décision qui l'exposerait alors à la même censure que son prédécesseur. Explication. 49.3, puis vote de censure, le feuilleton budgétaire qui s'annonce à tout du déjà vu. Seule mise à jour de la saison, l'acteur principal. François Bayrou joue en effet une partition ardue, celle de surpasser le record de son prédécesseur Michel Barnier, éjecté de Matignon après seulement 3 mois et 8 jours. Une épreuve difficile puisque le défi, lui, n'a pas changé, ficelé. Un budget consensuel pour déplaire à une seule petite minorité. Dans l'exercice, François Bayrou a choisi des partenaires différents avec les socialistes d'Olivier Faure. Une belle opération puisque ces derniers n'ont pas voté la censure de leurs amis insoumis le 14 janvier dernier. De quoi semer la zizanie dans le kolkhoz, à plus forte raison que les déclarations quant aux négociations prétendument abouties avec le gouvernement n'ont pas fait long feu. En plus d'être jugées insuffisantes par l'extrême gauche, les socialistes ont pu constater que le texte adopté jeudi par le Sénat, majoritairement à droite, avec 217 voix pour et 105 contre, a écarté plusieurs ajouts. Ainsi, la suppression de 4000 postes d'enseignants et la baisse de l'indemnisation des arrêts maladie des fonctionnaires ont réapparu. De quoi bien buriner la base d'accord de non-censure que François Bayrou avait réussi à extirper. Même au gouvernement, l'ambiance est morose. L'équipe de start-upers satisfaits n'est même plus convaincue. Ainsi, le ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, estimait que le budget voté par le Sénat remplissait la condition de réduire le déficit avec des économies de 50 milliards pour une arrivée prévue à 5,4%, mais elle avouait aussi qu'il n'était pas un budget de compromis. Comprendre, la gauche n'y trouve pas son compte et ne pourra pas soutenir pareil texte. La prochaine étape cruciale sera la réunion de la commission mixte paritaire jeudi prochain avec 7 députés et 7 sénateurs. Une nouvelle phase de conciliation qui devrait aboutir à un sous-texte qui ne contente personne et que personne n'aura donc véritablement envie de défendre, mis à part le Premier ministre Bayrou contraint de dégainer le célèbre article 49.3. Dans ce cadre, l'exécutif va rejouer la scène du gouvernement Barnier et expliquer que la censure serait une catastrophe économique. Ce qui est sur la table et vous dire très concrètement quelle est la nature Et donc des vous discussions. dites chaque jour, sans budget voté, c'est 100 millions d'euros de perdus pour la France. Ces 100 millions d'euros, c'est du gâchis. C'est un pays à l'arrêt, c'est beaucoup d'inquiétudes. Et c'est de l'inquiétude qui m'inquiète, effectivement. Une Amélie de Montchalin 3 fois inquiète, donc, à moins qu'il s'agisse d'une nouvelle démonstration de la stratégie de la peur agitée depuis toujours par le gouvernement. En effet, ceux qui ont grévé les caisses de l'État comme jamais, plus de 1000 milliards en 7 ans, expliquent que la censure, qui a mis fin à leurs actions, serait, elle, responsable du déficit. Ben voyons, comme dirait l'autre. Un refrain qui n'aura toutefois pas fonctionné la dernière fois, renversant Michel Barnier 2 jours après qu'il a déclenché l'article 49.3 que François Bayrou pourrait donc être aussi contraint de brandir. Dans ce cadre, tout porte à croire qu'une motion de censure serait à nouveau déposée avec de grandes chances d'être votée, comme prévu depuis la dissolution donc. Donald Trump à l'assaut de l'immigration. À peine revenu au pouvoir, le président américain a lancé des expulsions massives de clandestins. Il a même réussi à faire plier la Colombie. Explication de Renaud de Bourleuf. Donald Trump ramène des clandestins en Colombie en moins de 24 heures. Pourtant, dimanche, le président colombien pensait pouvoir résister au rouleau compresseur Trump. Il avait même révoqué l'autorisation d'atterrissage donnée aux avions américains, les obligeant donc à faire demi-tour. Mais c'était sans compter sur Donald Trump. Le nouveau président américain a aussitôt déroulé toute une série de mesures de rétorsion à l'encontre de la Colombie. Des droits de douane à 25%, portés à 50% après une semaine. La suppression des visas accordés à toute la nomenclature colombienne.
Et bien sûr, toute une série de mesures de rétorsion économique, annonçant que ce n'était que le début. La raison du plus fort est toujours la meilleure, disait La Fontaine, la preuve est faite. 2 heures plus tard, le ministère des Affaires étrangères colombien annonçait qu'un compromis avait été trouvé. Plutôt que de devoir utiliser des avions militaires américains pour procéder aux expulsions, c'est désormais l'avion présidentiel colombien qui fera la navette pour récupérer les délinquants et les ramener au pays. Dans la soirée, Donald Trump annonce suspendre les mesures annoncées. La rapidité avec laquelle le président des États-Unis a obtenu gain de cause impressionne, surtout en France, alors que nos gouvernants ne parviennent pas à s'imposer face à l'Algérie. Mais Donald Trump rencontre des résistances. Jeudi, c'est le Mexique qui a refusé l'accès à un avion militaire devant transporter des clandestins. Mexico n'a pas donné de raison concernant ce refus. Toujours est-il que le lendemain, le porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé que le Mexique venait d'accepter 4 vols de retour de clandestins en une journée. Un succès, même si pendant ce temps, les candidats au passage clandestin continuent de s'activer à la frontière américano-mexicaine. Las teníamos abiertas, que era lo de la cita, ya la cerraron. Esa era una de las esperanzas que teníamos todos los migrantes y bueno, hemos decidido ir hasta la frontera y que nos den una respuesta. Las esperanzas todavía las tenemos que vamos a ingresar. Le Brésil tente quant à lui de s'opposer à Donald Trump en jetant l'opprobre sur sa politique. Vendredi, un avion transportant 88 clandestins brésiliens s'est posé au nord du pays. Le lendemain, Brasilia a affirmé que les passagers menottés avaient subi un traitement dégradant. As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, qui passaram por situações muito graves. Le président Luiz Inácio Lula da Silva a affirmé attendre des explications. Reste à savoir si le président brésilien peut fédérer la communauté des États latino-américains et des Caraïbes contre la politique d'expulsion de Donald Trump. Une hypothèse peu probable, Washington pouvant a priori compter sur l'Argentine et le Salvador comme alliés. Avec une faible opposition à l'extérieur et le Congrès avec lui à l'intérieur, Donald Trump est à l'aise pour organiser des expulsions de centaines de clandestins en quelques jours, quand la France effectue moins de 10 000 OQTF sur toute une année. C'est un conflit meurtrier mais assez peu médiatisé. La République démocratique du Congo connaît un conflit armé depuis bientôt 4 ans et alors que les combats s'intensifient, le pays semble enfin capter un peu l'attention internationale. Olivier Frère-Jacques. Hali ya huku mazingira kabisa iko mzuri, depuis usiku yote masasi na mabombe zililala zinapiga bwana, tunateseka sana. Des populations qui fuient la guerre, des routes pleines de femmes et d'enfants, c'est le triste spectacle qui se déroule en République démocratique du Congo, dite RDC, alors que d'intenses combats ont cours aux portes de la grande ville de Goma, à l'extrême est du pays, à la frontière avec le Rwanda. Un pays frontalier impliqué dans le conflit puisque Kigali soutient le groupe antigouvernemental du M23 qui s'oppose aux forces régulières de la RDC. La ville de Goma s'apprêterait à tomber entre les mains des rebelles. Lundi matin, une évasion massive de prisonniers a eu lieu dans la ville avec un incendie touchant un centre pénitentiaire comprenant quelques 3000 détenus, ajoutant un peu plus de chaos à la situation. Le M23, pour mouvement du 23 mars, revendique la protection des Tutsis congolais, souvent ciblés par d'autres groupes armés dans l'est du pays, d'où le soutien du pays voisin, le Rwanda, dirigé par le président Tutsi, Paul Kagame. Par ailleurs, le M23 accuse l'armée congolaise de corruption et de partialité et réclame une réforme de l'institution, alors que ce groupe armé s'est lui-même formé en 2012 à l'occasion d'une mutinerie de soldats Tutsis dénonçant des violations des accords de paix de 2009, les accords de Nairobi, qui devaient intégrer les ex-combattants du CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, une organisation visant à défendre les Tutsis, dans l'armée nationale. Les revendications du M23 portent également sur la fin des discriminations à l'endroit des Tutsis et une redistribution des richesses du pays qui leur profiterait assez peu. Le président Félix Tshisekedi est accusé par eux de contribuer à l'instabilité politique. De son côté, la RDC dénonce, outre le recours à des milices armées non régulières, le soutien étranger de cette rébellion avec le voisin rwandais. Le M23 se serait par ailleurs rendu coupable d'actes de violence et de crimes de guerre, notamment des meurtres, des viols, des enlèvements et le recrutement forcé d'enfants soldats, des accusations attestées par des rapports de l'ONU.
Les deux camps se reprochent mutuellement de refuser le dialogue et les combats opposant armées régulières et rébellions a provoqué le déplacement de millions de personnes dans un contexte déjà chaotique dans le pays, alors que la RDC fait face à des crises humanitaires multiples, parmi lesquelles des épidémies, notamment la variole du singe, et des pénuries alimentaires. La réponse diplomatique n'a pour l'heure permis aucune avancée. Un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est, présidé par le président kényan, William Ruto, devrait rassembler les présidents congolais et rwandais. Vu de France, alors que Paris a normalisé ses relations avec le Rwanda sous la présidence Macron, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a condamné l'offensive sur Goma à l'occasion d'un conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Le risque sur place peut être une extension du conflit avec la RDC et le Rwanda qui entreraient en guerre. Dimanche, Kigali a annoncé se placer dans une posture défensive durable alors que Kinshasa accuse son voisin de lui avoir déclaré la guerre. La situation semble aujourd'hui dans l'impasse et si l'ensemble des pays voisins ont condamné l'action du Rwanda et du M23, mais aussi apporté leur soutien au Congo, à l'image de l'Ouganda, du Burundi, du Kenya, du Soudan du Sud, du Malawi, de la Tanzanie ou encore de l'Afrique du Sud, la rébellion n'entend cependant pas reculer. En 4 ans, près de 5 millions de personnes ont été déplacées dans l'est du pays. Le nombre de morts et les chiffres sur les crimes perpétrés par les deux camps sont, eux, très difficiles à établir. Et on poursuit à présent avec le Tour de France, en bref, avec Mathilde Davenia. Le patrimoine français, de nouveau frappé par les flammes. Dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie a ravagé la mairie du 12e arrondissement de Paris. Le feu a touché particulièrement le campanile de 36 mètres de haut qui abrite les cloches et a été maîtrisé vers 7 heures du matin grâce à l'intervention de 150 pompiers et de 60 engins. La flèche du bâtiment menacé d'effondrement a suscité une inquiétude similaire à celle connue lors de l'incendie de Notre-Dame. En début de matinée, des éléments incandescents tombaient encore et un périmètre de sécurité a été mis en place. Le préfet de police, Laurent Nunez, a indiqué qu'une expertise prendra plusieurs jours pour évaluer la stabilité de la structure. De son côté, le maire de Paris, Anne Hidalgo, a exprimé sa solidarité envers les pompiers et déplore les dégâts importants. L'État veut déjà supprimer les congés menstruels. Depuis 2023, plusieurs collectivités de l'Isère, comme Grenoble et Cessiné-Parisé, ont instauré des congés spécifiques, dont le congé menstruel et l'allongement du congé deuxième parent. Mais la préfecture de l'Isère demande d'annuler, voire supprimer ces congés qu'elle considère comme illégaux. Amandine Demort, maire communiste des Chirolles, déplore que malgré les efforts de l'État pour sensibiliser à l'endométriose, cette mesure qu'elle juge innovante pour soutenir les femmes doit être retirée. De son côté, Guillaume Lissy, maire socialiste de Cessiné-Parisé, refuse catégoriquement d'annuler ces mesures et défendra sa délibération devant la juge. Une tempête dans un verre d'eau qui coûtera dans tous les cas de l'argent aux contribuables. Drôle de justice sur la Côte d'Azur. Benoît Candel, ancien adjoint de Christian Estrosi à la mairie de Nice, porte plainte contre le magistrat chargé de la complexe affaire des parkings de la Sémiac. En 2014, il est poursuivi pour 17 infractions dans le volet financier du dossier. Il était alors à la tête de la société d'économie mixte, responsable de 19 parkings à Nice et Cagnes-sur-Mer. Disculpé en 2019 de tous les chefs d'accusation, celui qui est désormais passé au RN accuse le magistrat chargé de l'enquête d'avoir agi sur ordre et dénonce une tentative d'exécution politique. En 2022, il avait fourni à la justice une retranscription d'une conversation datant de 2018 dans laquelle le magistrat Norbert Dornier avouait avoir agi sur ordre. Du rififi au CNRS. Après avoir été secoué par l'affaire Hello Kitty, voilà que le célèbre centre de recherche se trouve au cœur d'une nouvelle tempête. Ce lundi 27 janvier, des chercheurs et étudiants de l'institution sont appelés à manifester devant son siège parisien. En décembre, le CNRS avait annoncé la création de laboratoires clés destinés à recevoir un financement plus important. La direction explique vouloir créer des labos plus compétitifs sur la scène internationale. Les opposants à la mesure dénoncent quant à eux une manipulation destinée à faire avaler la baisse de budget décidée par les parlementaires. Les sénateurs ont annulé 1 milliard d'euros de crédit et le projet de loi de finances 2025 demande au CNRS 100 millions d'économies supplémentaires. Et nous poursuivons avec l'actualité internationale. Loukachenko, 7e épisode de cauchemar pour l'Union européenne.
Dimanche en Biélorussie, le président sortant a été réélu avec 87,6% des voix. En fonction depuis 1994, il entame donc un 7e mandat. Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne, elle-même non élue, a affirmé qu'Alexandre Loukachenko n'avait aucune légitimité et que son élection était une mascarade. La Commission a annoncé que l'Union européenne continuera d'imposer des mesures restrictives et ciblées. Concrètement, depuis 2021, Bruxelles a interdit les échanges commerciaux avec la Biélorussie sur des secteurs clés de son économie, tels que le tabac ou les produits pétroliers raffinés. Des actions renforcées à partir de 2022, Bruxelles reprochant principalement à Alexandre Loukachenko ses prises de position en faveur de la Russie de Vladimir Poutine. Les Palestiniens commencent à rentrer chez eux. Ce lundi, plusieurs milliers de personnes déplacées ont commencé à retourner dans le nord de la bande de Gaza en vertu de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier. Pour le Hamas, ce retour est une victoire contre les plans d'occupation de ce territoire et de déplacement forcé des Palestiniens. La trêve reste fragile, d'autant plus qu'au nord, l'armée israélienne n'a toujours pas quitté le Liban. La date butoir était pourtant fixée pour hier, dimanche. Beyrouth a donc accepté une prolongation du cessez-le-feu jusqu'au 18 février. Dimanche, des Libanais ont tout de même tenté de retourner dans leur village malgré l'occupation par Tsahal. L'armée israélienne a alors ouvert le feu, faisant 22 morts, dont un soldat libanais et 6 femmes, et une centaine de blessés. Davos ou le grand bordel mondialiste. Lors du raout de l'élite mondiale rassemblant plus de 3000 dirigeants d'entreprises et de personnalités politiques, les commandes de prostituées nommées pudiquement escortes sont habituelles, mais cette année, une petite nouveauté. Selon le porte-parole d'un site de mise en relation, cette année 300 hommes et femmes transgenres ont été recensés à Davos et dans les environs. Le professionnel de la prostitution affirme par ailleurs qu'il y a eu plus de soirées que les années précédentes. Pétage de câbles en mer Baltique. La Lettonie et la Suède enquêtent après la dégradation d'un câble en mer, alors que plusieurs dommages ciblant les infrastructures énergétiques et de communication ont eu cours ces derniers mois dans cet espace maritime. Sabotage moscovite, attaques sous faux drapeau ou autres, difficile pour l'heure d'y voir clair, alors que l'affaire de gazoduc Nord Stream est encore dans tous les esprits et qu'il a montré qu'il ne fallait pas espérer voir éclore la vérité trop vite dans ce genre de dossier. Pour l'heure, les conséquences sont assez limitées pour les États concernés, quelques perturbations dans les services de transmission de données tout au plus. Suffisant néanmoins pour que l'OTAN déploie des frégates, un avion patrouilleur et des drones navals en mer Baltique pour tenter de protéger les infrastructures critiques. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Vous pouvez dès à présent retrouver Politique Écho. Pierre Bergerot reçoit l'économiste Philippe Herrlin pour évoquer la guerre de Trump contre les mondialistes. Aujourd'hui, Philippe Herrlin, les marchés réagissent à l'investiture de Trump. Et déjà, comment ils ont réagi il y a quelques mois à son élection ? Alors, ça, ce sont des annonces pour l'instant. On connaît la façon d'agir de Trump, qui fait des annonces. C'est le livre qu'il a écrit, c'est The Art of the Deal, l'art de négocier. Donc il fait des annonces et ensuite il peut. C'est une façon de titiller, d'obliger l'adversaire à découvrir son jeu. C'est un jeu de poker, voilà. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Ça ne veut pas dire que cette loi va être appliquée comme ça le lendemain, mais c'est obliger l'autre à réagir. Ping-pong, ouais. Voilà, c'est instaurer un rapport de force pour ensuite pouvoir négocier. Ça ne veut pas dire que ces taux seront mis en œuvre. Également au programme de votre journée, Constantin von Hoffenmeister, et il évoque le cas Trump sous l'angle ésotérique. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Portez-vous bien. Bonsoir.